qui s'intéresse au paysage agraire pour la période médiévale dans le sud de la France, se trouve très vite confronté à la question difficile de l'olivier. S'il est indubitable qu'à partir du XVIe siècle, il connaît un essor qui le rend toujours plus visible dans le paysage, la question de sa rareté pour la période antérieure n'est pas simple à élucider. Si la littérature historienne, comme chez Manu Norty, atteste de la faible représentation de cette culture, sans véritablement insister, les compois les plus anciens dans les villages, ceux de la fin du XIVe siècle, ne mentionnent pas, ou fort peu, d'olivettes, parfois dénombrant quelques arbres. Pourtant, d'autres arbres produisant des denrées mobilisables échappent au compois. Ce sont par exemple les amandiers, dont on sait qu'ils sont partie prenante du paysage, souvent esselés ou sous forme de petits bosquets entretenus pour en récupérer la production. Mais l'amandier ne semble pas avoir été cultivé, et son produit, s'il est récolté, est un produit d'appoint extrêmement secondaire. Peut-être même tout simplement un amuse-gueule. Et il n'est pas improbable qu'au Moyen-Âge, hormis une production d'huile d'olive destinée au clergé ou pour l'éclairage, les olives et surtout étaient confises dans les villages. Dès lors, le statut de l'arbre qui aujourd'hui est un élément fondamental de la trinité agraire méditerranéenne, je veux dire le blé, le vin, l'huile d'olive, n'a peut-être été qu'un producteur d'amuse-gueule marginal dans le paysage. Ce statut inférieur, il semble qu'on le retrouve dans nos villages encore au début du XVIIe siècle, dans ce village d'Agnan, qui fait l'objet de mes recherches actuelles. Nous sommes le 2 octobre 1613 et le second consul qui préside à la réunion avec le conseil politique du village annonce que, nonobstant la prohibition publiquement faite de cueillir et transporter les olives à Confire hors de la ville, les consuls ont fait attraper 6 filles chargeant les olives pour les apporter à Montpellier. Puis est donné les noms des filles attrapées. Il y a par exemple la fille de Jean Blaquin, celle de Jacques Moreau, etc., etc. Ce petit événement local, qui finira par une amende, nous montre ici que la confiserie des olives est une activité qui suscite un commerce suffisamment rémunérateur pour envisager un voyage de 40 km aller-retour. Il nous montre aussi que cela est une activité dont une partie de la chaîne de production est réservée aux filles, voire même aux femmes, puisqu'une femme d'Agnan sera dénoncée au consul pour les mêmes faits quelques jours plus tard. Peut-être touchons-nous du doigt, ici, à une représentation mentale qui faisait de la confiserie des olives une activité mineure dans l'exploitation et à ce titre dédiée aux femmes dont la minorité était un statut permanent. Gageons toutefois que bon nombre d'entre elles savaient rééquilibrer les choses dans l'intimité de l'Oustao.